Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Thibaut Viviès. Je suis aussi un étudiant du LSE en Ingin et je vais vous parler de mon projet de ce semestre qui était d'implémenter le syscall d'OpenBSD sous le kernel Linux dans le but de faire une relocation dynamique en full read-only. Alors, comme petite intro, donc au début on va faire une petite intro au niveau de la relocation dynamique pour éviter de perdre les gens. On va parler des deux types de librairies qui existent, librairie statique et librairie dynamique. On va parler un petit peu de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un ELF et faire un petit point sur LDSO, comment il va marcher et quels problèmes on a en lazy binding. Ensuite, on va parler de la solution qu'a choisi OpenBSD qui est le syscall Kbind. On va un peu décrire son prototype, comment ils ont décidé de l'implémenter, comment moi je l'ai implémenté en x86 sous le kernel Linux. Puis comment on va l'utiliser et où on va l'utiliser, c'est-à-dire dans LDSO, puis rajouter un petit argument dans LD pour que ça se passe bien à la compilation. En troisièmement, on va parler des improvements possibles qu'on va pouvoir faire. Voilà. Alors, premièrement, premier type de librairie, ce sont les librairies statiques. Ce sont des librairies qu'on va compiler d'abord, qu'on va compiler et qu'on va linker à notre binaire, ce qui fait que notre binaire va être beaucoup plus gros et si jamais on a une update de la librairie, il va falloir la relinker avec et tout recompiler pour pouvoir avoir la nouvelle version de cette librairie, ce qui n'est pas ouf. C'est pour ça qu'on a la deuxième type de librairie, qui sont les librairies dynamiques. Et ces librairies ne vont pas être linkées au compile time, ils vont être loadées au runtime dans la mémoire et le LDSO qu'on appelle le linker dynamique va permettre de faire les relocations à l'exécution de notre binaire. Ce qui fait que quand on a une update de cette librairie, on n'a pas besoin, comme une librairie statique, de faire la recompilation, enfin de recompiler notre binaire. On a juste besoin de l'exécuter et c'est tout. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un ELF? Première chose qu'on peut voir à l'intérieur d'un ELF, donc sur ce petit diagramme, on peut voir qu'il y a des sections, ici avec les sections data, raw data, point text. Ces sections vont être référencées dans ce qu'on appelle la section header table, qui est celle-ci, qui va être référencée vers référencer point data, point raw data. On a aussi des segments qui vont être globalement des ensembles de sections et qui vont être référencés dans le programme header table. Et le elf header qui va pointer vers le programme header table, qui va donner sa size, qui va nous donner plein d'informations pour pouvoir naviguer plus facilement dans l'elf. Alors, de quelle section est-ce qu'on a besoin pour faire une relocation dynamique? On va avoir besoin de la relocation section qui va être globalement une table de tous les symboles dont notre binaire va avoir besoin pour faire cette relocation. Ensuite, on va avoir la GOT avec deux fields très importants qui sont à l'offset 1 avec l'adresse de la link map et à l'offset 2 l'adresse du resolver sur lequel on va jump. On a la God.plt qui va être là où tout le LDSO va écrire les adresses dont notre binaire a besoin pendant la relocation dynamique. Et on a la PLT qui va être constituée de plein de petits bouts de code qui vont permettre de sauter sur le resolver si jamais la relocation dynamique n'a pas encore été faite. Alors, qu'est-ce qu'est le LDSO? Première chose que vous devez savoir, c'est quand vous appelez quand vous exécutez un binaire, c'est le syscall execve qui va être appelé. Donc là, on passe côté kernel. Le kernel va crafter tout ce qui va être user space il ne va pas jump direct sur votre binaire. Il va jump d'abord sur le code d'LDSO. LDSO, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner votre binaire. Il va aller rechercher toutes les librairies dont votre binaire a besoin. Il va les loader en mémoire et les sauvegarder dans ce qu'on appelle une map, qui est globalement une liste chaînée. Ensuite, LDSO va faire les relocations. Donc il va aller trouver les adresses des symboles dont votre binaire a besoin à l'intérieur des différentes librairies qui sont dans votre linkmap. Et il peut faire ça à deux moments. Il peut faire ça en runtime, ce qu'on appelle le lazy binding, c'est-à-dire à l'exécution de votre binaire. Dès qu'une fonction va être appelée, il va regarder si jamais la relocation a été faite. Si elle n'a pas été faite, il va faire la relocation et après il va jump sur cette fonction. Ou au setup, ce qu'on appelle le bind now, c'est-à-dire qu'avant d'exécuter le binaire, on va faire toutes les relocations, même des fonctions dont on n'appelle pas forcément, qu'on ne va pas forcément appeler, mais qu'on pourrait appeler. Du coup, ça veut dire qu'on va faire plus de relocations que le lazy binding, mais on va pouvoir faire toutes les relocations, map la partie qu'on écrit en read-only, ce qui fait que c'est beaucoup plus sécure.
Donc du coup, notre problème sous LDSO, ça va être le lazy binding, parce qu'on va devoir, au runtime, à l'exécution de notre binaire, écrire sur une partie, sur une section qui s'appelle la god.plt. Donc il faut que cette god.plt ait la permission read-write. Ça veut dire que n'importe qui pourrait écrire dessus. Du coup, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc le mieux, ça serait de la map en read-only. Sauf que si on la map en read-only, comment LDSO pourra écrire dessus? Donc globalement, on pourrait penser premièrement à une solution qui va être ok, bah, LDSO veut écrire dessus, c'est en read-only, donc je vais juste changer les permissions. Je la mets en read-write, j'écris, et après, je la remets en read-only. Sauf que ça va être très lent parce qu'il va falloir appeler les syscalls, qui va ralentir le programme. Il va falloir bloquer, mettre des logs pour les threads, donc les threads vont être complètement inefficaces. Il va falloir bloquer aussi les signaux pour éviter qu'un programme puisse bloquer l'exécution de notre binaire au moment où on a au moment où on a mprotect en read-write la god.plt. Donc c'est pas terrible comme solution. L'approche, je pense que les gens d'OpenBSD ont eu, c'est quelle est la seule entité qui peut écrire sur du read-only? Bah, c'est le kernel. Comment est-ce qu'on exécute du code kernel via un syscall? Eh ben, écoute, on va écrire un syscall qui permet d'écrire sur une zone en read-only et n'importe quelle zone en read-only. Ça semble pas terrible comme ça, mais avec des security checks au début, on va faire en sorte que LDSO puisse appeler ce syscall et permettre d'être un peu plus sécure là-dessus. Donc, naïvement, on peut se dire que Kbind, on a besoin d'une adresse où écrire et de quoi écrire. Donc ici, on a la constant void address qui va être où est-ce qu'on va écrire, le pointeur vers où on va écrire, et size de t qui va être la valeur qu'on va écrire. Mais c'est pas très bien au niveau sécurité parce que ça va être une API qui va être très facile à utiliser. Donc je suis pas expert en CTF, mais je pense qu'avec même un peu de shellcall, on peut appeler facilement ce syscall. C'est pourquoi je pense que les gens de Kbind ont fait une API qui est un peu plus complexe. Ici, ils ont créé une struct Kbind block avec à l'intérieur un pointeur vers l'adresse où tu vas écrire, la taille de ce que tu vas écrire. Et là où ça devient tricky, c'est si jamais là où tu veux écrire, c'est sur 2 pages, tu vas devoir créer un tableau de Kbind block. Donc ici, c'est pour ça que dans la structure payload, on a un tableau de 2 Kbind blocks. Et ensuite, après, on a la reloc parce que la valeur qu'on doit écrire doit forcément être juste après la struct Kbind. Une fois qu'on a créé notre payload, on a juste à lui passer un pointeur sur la struct Kbind, la len qui va être la taille de notre payload et un cookie dont on va parler parce que c'est pour la sécurité. Le cookie, ça va être un int random qu'on va générer au premier call de Kbind dans LDSO. Et une fois qu'on est dans Kbind, on va regarder, ok, est-ce que pour ce process, j'ai sauvegardé ce cookie? Si je n'ai pas sauvegardé ce cookie, eh ben, je le sauvegarde. Et si je l'ai déjà sauvegardé, ça veut dire qu'on m'a déjà appelé, je regarde si le cookie est bon. C'est un peu comme les canaries, c'est vérifier que le cookie est le même pour voir s'il n'y a pas eu un peu de la merde qui s'est fait. Deuxième security check qu'on peut faire, ça va être regarder l'adresse de celui qui nous a appelé. Et même principe que le cookie, c'est si jamais l'adresse n'a pas été sauvegardée, donc c'est le premier call pour ce process de Kbind, on va sauvegarder cette adresse. Et sinon, on va la vérifier, et si jamais ce n'est pas la bonne adresse, eh ben on s'y kill parce que ça veut dire qu'il y a de la merde qui se fait quelque part. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu de l'implémentation de Kbind, parce que sous OpenBSD et sous le kernel Linux, il y a des tools et des API qui ne sont pas exactement pareils. Donc première chose qu'on veut faire, ça va être récupérer EIP, le registre EIP de nos callers. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On a une struct task qui est globalement une liste chaînée avec plein d'attributs pour nos process, avec une struct tag par process. Ici, ce qu'on va faire, c'est récupérer le regset number et aller récupérer la struct regset sur une variable globale qui est ici la variable view. Une fois qu'on a ça, on a un attribut dans la struct regset qui s'appelle get et qui permet de remplir une user register struct et donc d'avoir tous les registres de notre user. Ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir EIP, on a fait tous les security checks. Donc on a fait les security checks sur le IP, on a fait les security checks sur le cookie. Maintenant, il va falloir qu'on écrive sur une zone en read-only. On est dans le kernel, on pourrait se dire qu'ok, on va pouvoir juste écrire sur la mémoire. Mais c'est un peu plus tricky que ça, parce que si notre kernel va écrire sur une page qui n'est pas présente, il va y avoir un page fault. Et si le handler de page fault voit que ça vient d'un code kernel, il va retourner une erreur, ça ne va pas bien se passer. Donc il va falloir utiliser la petite fonction qui s'appelle getUserPageRemote, qui va nous permettre de trigger ce page fault si jamais la page n'est pas existante. Et ensuite, le seul truc qu'on a à faire, c'est de mapper
la page physique dans l'adresse PS kernel, de locker ça pour éviter que les threads puissent y accéder, de faire la relocation, donc d'écrire sur cette page, de l'unmapper. Put page, ça va être flushé donc pour appliquer les changements un peu partout, notamment dans le user space. Et ensuite, d'unlock cette page pour les threads. Très bien. Donc maintenant, on a le syscall Cabane qui va fonctionner, qui fait des security checks et qui fait exactement ce qu'on veut. Mais où est-ce qu'on va devoir l'utiliser? On va l'utiliser dans LDSO, mais on veut l'utiliser dans un cas particulier qui est le lazy binding, donc le binding au runtime. Ici, je vous ai un peu facilité les choses. Ça se retrouve dans la glibc 6DEP 686 parce que c'est architecture dependent. Et la fonction qui nous intéresse, ça va être ELF machine fixup PLT. Ça a un prototype assez lourd, mais globalement, il utilise que reloc address et value. Le code, avant que je le modifie, c'était juste déréférencier reloc address est égal à value et tu retournes ça. Il a déjà tout calculé et tu as juste à écrire à cet endroit la value. Donc c'est assez simple. On a juste à utiliser, à appeler kbind à cet endroit, faire en sorte d'avoir un seul call de kbind pour éviter, pour toujours avoir la même adresse de IP et c'est tout. Ensuite, une fois qu'on a cette relocation dynamique qui est faite, on veut pouvoir dire que si jamais on n'est pas en lazy, eh ben on va bloquer kbind. Parce que si jamais notre binaire est en buy now, donc fait au setup, donc les relocations sont faites au setup, il faut quand même qu'on fasse un appel à kbind pour bloquer et pour pas que n'importe qui puisse écrire sur du read-only comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la petite variable globale qui s'appelle dllazy, et si elle est set à 0, on va juste appeler kbind avec des arguments nuls et 0 pour le bloquer et s'assurer que personne d'autre ne puisse écrire dessus, enfin ne puisse l'utiliser. Très bien. Donc maintenant, ça fonctionne, sauf que ça ne sert pas à grand chose, parce que notre God.plt, elle est toujours pas en read-only. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais j'ai parlé de segments qui sont des ensembles de sections, et on a un segment qui s'appelle GNU-RELRO, et LDSO utilise ce segment pour mapper en read-only ce dont il a besoin, ce qui a besoin d'être mappé en read-only. Et du coup, dans ce GNU-RELRO, on voit qu'il y a uniquement la GOT, et il n'y a pas la GOT.plt. Donc on se dit, ok, ce qu'on va faire, c'est on va juste rajouter la GOT.plt dans GNU-RELRO à la compilation, donc dans LD. Mais c'est peut-être pas très intelligent de faire ça, parce qu'on sait qu'en buy now, on va tout mapper en read-only. Donc la GOT et la GOT.plt sont mappées en read-only. Donc on va regarder un peu ce que LD fait en buy now. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il ne va pas juste rajouter, la GOT dans la GNU-RELRO. Enfin, il ne va pas rajouter la GOT.plt dans GNU-RELRO. Il va la merge dans la .GOT. Et comme ça, il ne touche pas au segment GNU-RELRO. Donc c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire, mais sans avoir le flag dans la section dynamique, qui est le flag buy now, qui se trouve juste ici, et qui va dire que notre binaire va être exécuté en buy now. Donc c'est parti, on télécharge la binutils, on commence à regarder un peu le code, et première chose, si on veut bien comprendre le code, il faut build et aller dans le dossier build pour regarder. Parce qu'à la compilation, il a des shell scripts qui vont créer des linker scripts, qui vont aussi créer des points C. Donc en fait, c'est un peu la merde et il faut regarder dans le build, dans le dossier build, pour essayer de trouver comment ça fonctionne. Mais globalement, une fois qu'on a récupéré la structure globale qui s'appelle BFD link info, on a juste à rajouter cet attribut dans cette structure et après à trouver l'endroit où il va y avoir un genre de switch case. Si jamais c'est by now, enfin si jamais il y a l'attribut now qui est dans la struct BFD info, eh ben on utilise ce linker script, sinon on utilise ce linker script et dire si j'ai l'argument now qui est set à 1 ou l'argument bind qui est set à 1, eh ben j'utilise ce script là parce que finalement on va utiliser le même linker script parce que c'est pas dans le linker script qu'on va écrire le flag dt by now. Donc les linker scripts pour l'argument now et l'argument kbind vont être exactement les mêmes. Donc c'est juste un petit if à rajouter. Très bien, donc maintenant on a notre LDSO qui marche, on a LD avec le bon argument qui va merge la GOT.plt dans la GOT, qui ne met pas le flag dt by now. Et comment est-ce qu'on va faire pour runner tout ça? Bon, on va faire un petit make install des binutils, comme ça on va avoir LD. On va faire pareil pour la glibc. Et on va utiliser notre syscall qu'on a créé. Alors, on compile avec -z kbind pour pouvoir merge la got.plt dans la got.
On va crafter un petit environnement grâce à la variable d'environnement LD library pass où dedans on va mettre un peu toutes les librairies pass où on a besoin, donc /lib et slash userlib, slash 64 ou plein d'autres trucs comme ça. Et ensuite on a juste utilisé une fonctionnalité très intéressante d'LDSO qui est au lieu d'appeler le binaire directement, on appelle LDSO qui va charger le binaire lui-même. Et notre binaire s'exécute comme un charme. En termes de test, ça ne marche pas quand ça ne doit pas marcher. C'est-à-dire que quand on est en lazy binding et en bind now, on ne peut pas appeler le syscall kbind dans son code. Donc les security checks marchent. J'ai pas testé en essayant de crafter des petits trucs ou en jouant encore, mais dans notre code, on ne peut pas appeler le syscall kbind. Et ça marche pour les core utils. J'ai pas encore testé avec Emacs, ça va être la next step, parce qu'apparemment c'est un truc qui est assez fat et qui va faire beaucoup de relocation, donc ça va être un bon test, je pense. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu ce syscall? C'est là où j'ai parlé d'un truc, enfin d'une idée qui est pas de moi, mais qui est la personne qui a, je pense, designé Kbind, et qui est de créer un flag de permission, donc de rajouter le flag de permission mprotect, enfin Kbind à mprotect, pour pouvoir dire, ok, maintenant cette zone-là, elle est kbindable, et kbind ne peut écrire que sur une zone qui est kbindable. Ce qui veut dire que ça donne un truc assez intéressant, parce que si jamais quelqu'un veut utiliser kbind, il doit d'abord utiliser mprotect. Or, si tu as mprotect, bah, tu peux mprotect en read-write, et donc écrire sur du read-only, donc ça n'a plus aucun intérêt d'utiliser kbind. Et voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Sauf que, petit problème, j'ai un peu regardé les flags, et tous les bits de permission sont pris. Non? J'ai mal regardé alors. Bon bah très bien. Bah, je dis de la merde, mais donc bah du coup ça doit être possible. Dans la stack, il en reste 4. Ok, bah je re-regarderai, mais j'étais presque sûr de moi parce que. Ok, je pensais que justement que OpenBSD n'avait pas fait cette amélioration parce qu'il n'y avait plus de place, mais apparemment c'est un peu le cas, donc je regarderai tout ça. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est tout pour ma petite présentation. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas très bien compris? Ouais. Attends, on va peut-être amener un micro, comme ça on pourra entendre sur le live. 1, 2, ça va? Ça fonctionne? Ouais. Je voulais savoir, en termes de performance, si tu avais mesuré un peu... Ça marche pas là. Je crois que ça. Ouais, ok, c'est pas grave. C'est bon, ok. Donc en termes de performance, si tu avais regardé ou pas ce que ça donnait? Non, en termes de performance, j'avoue que j'ai pas regardé, mais intuitivement, ça devrait faire baisser la performance parce que tu appelles un syscall. Oui, mais de combien? Et de combien, j'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas regardé. Je préfère d'abord m'assurer que ça fonctionne sur un gros truc avant de pouvoir faire des tests de performance. D'autres questions? Et actuellement, en termes de security check, tu as quoi en plus de simplement j'ai un cookie? En plus de simplement? Là pour l'instant, tu as un cookie. Ouais. Et il y a quoi d'autre comme J'ai qui sont faites? j'ai mon cookie et si j'arrive à retourner sur la slide, j'ai mon cookie et je regarde aussi, je vérifie je vérifie l'adresse de celui qui l'a appelé. C'est-à-dire qu'une fois que tu vois, genre c'est pour ça que ici, je vais faire un call, si jamais on n'est pas en lazy, je vais faire un call avec une adresse nulle, comme ça. Je vais sauvegarder l'adresse étant un nul, et après, si quelqu'un essaye d'appeler, bah, ça va donner une autre adresse, je vais la comparer, et je vais dire, bah non, t'as pas le droit d'appeler, en fait. C'est que une adresse à nul qui peut m'appeler. Voilà. Donc c'est les deux seuls security checks que j'ai implémentés, et je crois que ce sont les seuls qui sont implémentés sous OpenBSD, d'après ce que j'ai vu aussi. Voilà. Dans le cas où tu es en lazy, mais qu'il n'y a pas de relocation dans ton binaire à faire, il n'y a pas de cabane qui est appelé, et du coup, l'adresse, comment elle est remplie? Enfin, comment tu empêches qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'appelle? Dans le cas où je serais en lazy et pas de relocation, il y aurait, bah du coup, le cabine n'est pas appelé, effectivement. Mais je ne sais pas si ce cas existe, parce que non, je dis de la merde, parce que non, le cabine ne sera pas appelé, parce que même si LDSO fait ses propres locations, il n'utilise pas cabine, donc du coup, cabine n'est pas appelé. Mais donc ouais, ça va être un problème, je pense. Il faudrait que je teste pour voir un binaire qui n'a pas de relocation, mais qui utilise le lazy quand même. De quoi? J'ai pas entendu.
En fait, au moins sur Open, on force un K-bind dans ld.so histoire d'être tranquille. Tu as des relocations de toute façon dans ton ld.so. Tu t'arranges pour que certaines soient faites avec un coup de K-bind, comme ça tu es tranquille. Moi, le seul truc que j'ai fait, c'est j'ai bloqué uniquement si on est en buy now. Et donc apparemment, ce qu'il faudrait faire, c'est aussi regarder si jamais on a quelques relocations à faire en lazy, parce que ouais, c'est un cas que j'avais pas pensé et auquel je n'avais pas pensé. Donc ça serait à rajouter, voilà, dans le projet. D'autres questions peut-être? Non? Très bien, merci à vous.